À la dernière leçon, on a commencé notre grand voyage dans l'espace. On a quitté la Terre, on est allé voir la Lune et puis on est monté voir le système solaire dans son ensemble. On a visité successivement le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, les 4 planètes que l'on voit à proximité du Soleil dans la figure. Maintenant, on va poursuivre vers l'extérieur du système solaire et on va explorer Jupiter, Saturne et le monde des comètes. Alors voilà une photo de Jupiter, c'est une planète immense, couverte de nuages, il y a pratiquement 60 000 km d'atmosphère. On voit à gauche la tache rouge, c'est un grand tourbillon. Dans le milieu du disque de Jupiter, une tache noire qui est l'ombre d'un des satellites de Jupiter. Et à droite, on a mis à l'échelle, pour montrer l'échelle, notre Terre. L'image suivante est une image historique d'une très grande importance pour l'évolution de la pensée humaine. J'ai parlé la dernière fois des montagnes de la Lune et du rôle qu'elles ont joué dans l'établissement de la théorie de Galilée, dans le fait qu'on a commencé à croire au fait que le Soleil, le cortège planétaire, tourne autour du Soleil. Quand Galilée a regardé pour la première fois Jupiter, la petite tache blanche en haut à gauche, c'est Jupiter. Ce qui nous intéresse aussi ici, ce sont les 4 points blancs que l'on voit, un à gauche, 3 à droite de l'image. Ce sont les 4 satellites de Jupiter, les 4 plus importants, qui s'appellent Io, Europa, Ganymède et Callisto. Quand Galilée a regardé ces satellites, il a noté la ressemblance entre le Soleil d'une part et les planètes qui tournent autour du Soleil, et d'autre part, comme un système solaire en miniature, Jupiter et ses 4 satellites qui bougent et qui bougent à une très grande vitesse. Par exemple, si on reprenait la même photo demain, eh bien, on aurait peut-être 2 satellites à gauche, 2 à droite. On peut les suivre. Le plus proche, Io, ne met même pas une journée pour faire un tour complet de Jupiter. Donc, c'était vraiment une excellente miniaturisation, on peut dire, du système solaire, une sorte de maquette qui pouvait servir à légitimer l'idée du système solaire, puisqu'on revoyait sous nos yeux quelque chose qui était tout à fait semblable à ce que Copernic avait prétendu être la situation dans le système solaire, un astre central, massif, autour duquel tournent avec des périodes différentes les différents objets. Et ce qui plus est, on savait déjà que Mercure a une révolution qui prend quelque chose comme 88 jours, si j'ai bonne mémoire, Vénus 270, la Terre 1 an, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du Soleil, plus les révolutions prennent du temps. Et de la même façon, on voyait qu'autour de Jupiter, les satellites les plus rapprochés tournent le plus rapidement, les satellites les plus lointains tournent beaucoup plus lentement. Donc c'était vraiment, presque dans les détails, une image du système solaire en miniature. Bien sûr, tout cela, après coup, a été expliqué, formulé mathématiquement par Newton, mais ce qui était très important à ce moment-là, vis-à-vis de la nouveauté de cette idée que le système solaire, que le Soleil a un cortège planétaire et que la Terre est un astre qui tourne autour du Soleil, c'est bien cela qu'il fallait admettre. C'était quitter ce point de vue géocentrique qui consistait à dire que tout le ciel tourne autour de la Terre et passer à un point de vue plus réaliste qui était que, en tout cas, si on veut décrire le système solaire, il vaut mieux supposer que la Terre, que le Soleil, pardon, est le centre et que les planètes tournent autour. Alors voilà donc cette image, je vous la présente, c'est là à peu près ce que Jupiter voyait dans son télescope, pardon, c'est à peu près ce que Galilée voyait dans son télescope.
c'est une bonne image de ce qui a influencé à tel point la pensée humaine, qui a permis de relativiser l'astronomie et de comprendre les dimensions extraordinaires de notre univers. Nous allons continuer avec Saturne. Saturne, c'est la planète suivante. C'est une très belle image qui a été prise par les sondes américaines. On voit bien la planète elle-même. On voit les anneaux. Ces anneaux, on les a vus d'abord sur Saturne, mais ensuite on a montré que toutes les planètes de l'extérieur du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont également des anneaux. C'est un phénomène omniprésent à l'extérieur, pas du tout dans les planètes intérieures. Il n'y a pas d'anneaux à Mercure, Vénus, la Terre et Mars. C'est une physique assez compliquée. Comment il se fait que dans certains cas, il y a des anneaux, d'autres, il n'y en a pas? On croit que ça fait intervenir des forces de gravité qui sont en relation, par exemple, avec la force de marée. On pense que ces satellites sont en fait composés de petits gravillons qui n'arrivent pas à s'agglomérer parce que la force de marée induite par Saturne sur ces anneaux les empêche de s'agglomérer. Mais c'est un point qui est très discuté aujourd'hui. On y reviendra quand on fera une exploration plus détaillée du système solaire. Maintenant, nous allons continuer, nous allons passer directement au-dessus de Uranus et Neptune et de Pluton. Nous y reviendrons et je voudrais nous amener dans le monde des comètes. Le système solaire, on peut dire, est composé d'une relativement petite partie. C'est les planètes. Les planètes ne s'étendent pas très loin au-delà du Soleil. À l'échelle astronomique, on ne dépasse pas quelques heures-lumière, c'est-à-dire quelques milliards de kilomètres. Les comètes occupent un espace gigantesque qui s'étend jusqu'à des mois-lumière, c'est-à-dire pratiquement un espace qui va à mi-chemin entre les étoiles, entre le Soleil et les étoiles les plus rapprochées. Ce domaine des comètes est constitué d'un nombre très grand, probablement de milliards de comètes, qui circulent dans ce plan et dans cette sphère, et occasionnellement, à cause de perturbations gravitationnelles vraisemblablement induites par des étoiles voisines, une de ces comètes quitte cet endroit où il fait très froid, où elles sont très peu visibles. Les comètes sont assez petites. Une comète, c'est au maximum la dimension d'une grosse montagne, disons la dimension du Mont Blanc, et beaucoup sont beaucoup plus petites. Ce sont des masses de neige et de poussière, de suie. On a montré qu'il y avait beaucoup de ce qui ressemble à nos goudrons. À l'occasion, une de ces comètes est projetée donc hors de cette orbite lointaine. Elle s'en vient vers le Soleil et en approchant du Soleil, elle se réchauffe, les glaces fondent, se subliment comme on dit. Ces glaces se transforment en gaz. Cela laisse ces magnifiques traînées que l'on voit toutes derrière les comètes. On va en voir encore un très bel exemple dans cette comète. La tête de la comète est en bas à droite et l'on voit comment la queue s'étend et est torsadée par un phénomène qui s'appelle le vent solaire, des sortes de bourrasques qui partent du Soleil et qui se répandent dans l'espace environnant et dont on a remarqué la première manifestation par ces mouvements dans la queue des comètes. Alors, ceci nous amène à la fin de notre visite du système solaire. Maintenant, nous continuons notre exploration et nous allons passer au niveau des étoiles et de la galaxie. Alors, rappelez-vous, nous sommes partis en bas à gauche de la Terre. Dans un premier mouvement, nous nous sommes élevés au-dessus du système solaire et on a vu les planètes dans leur ensemble, le Soleil et son cortège planétaire et son cortège cométaire. Là, on continue et on va arriver au niveau de la galaxie, c'est-à-dire à une échelle beaucoup plus grande. Le système solaire dans son ensemble, en tout cas le système planétaire, ne fait guère plus que quelques millièmes d'années-lumière. Là, nous faisons un grand saut et nous arrivons à une échelle de dizaines de milliers d'années-lumière. Une année-lumière, je vous répète, que c'est 10 000 milliards de kilomètres.
eh bien, à ces dimensions, on va commencer à voir beaucoup d'étoiles et on va d'abord explorer les étoiles qui entourent notre Soleil, les étoiles que nous pouvons voir à l'œil nu. Une des plus familières, c'est naturellement la Grande Ourse. Je crois que tout le monde, un jour dans sa vie, a vu la Grande Ourse. Vous la voyez devant vous. Ça s'appelle aussi la casserole. On voit la casserole et son manche vers la gauche. Et on a souvent l'impression que la Grande Ourse, c'est quelque chose qui existe dans la réalité. C'est un objet astronomique. En fait, il faut bien savoir que c'est plutôt un effet de perspective. Ces étoiles qui nous paraissent être regroupées, former une sorte de famille d'étoiles, ne forment pas du tout une famille d'étoiles. Certaines sont très proches de nous et certaines sont beaucoup plus loin. Il se trouve que dans le ciel, projeté sur la voûte céleste, il présente bien sûr cet aspect de la Grande Ourse, de cette casserole. Alors, ce que je voudrais vous montrer pour vous convaincre qu'il s'agit bien d'un effet de perspective, et ça n'est pas réel, c'est si on pouvait aller voir la Grande Ourse de profil, c'est-à-dire si on pouvait se déplacer dans l'espace et voir de quoi ça a l'air quand on la regarde de deux côtés. Voilà ce que ça donne. Cette image vous présente à gauche la Terre. À droite, dans le carré, il y a la projection de la Grande Ourse avec tous les noms très jolis, Alcaïde, Mizar, Elliott, Mégresse, Fekda, Doubé, Merak. Eh bien, ces étoiles, en fait, sont à des distances très différentes et l'échelle nous montre en années-lumière où ces étoiles se situent, en fait, par rapport à la Terre. Alors, vous voyez qu'il y en a une qui est à peine 50 années-lumière, c'est Mégresse. Ensuite, il y en a un certain nombre à 75, une autre à 100, une autre à 125. Donc, vous voyez que ce sont des étoiles qui sont situées dans des régions très différentes et qui n'ont vraiment rien en commun, sinon que projetées dans notre ciel, elles forment ce dessin familier que nous appelons une constellation et dont on a longtemps cru qu'il s'agissait vraiment de quelque chose qui aurait une certaine réalité. Ça n'est pas vrai pour toutes les constellations. Certaines constellations, au contraire, ne sont pas que des constellations qui paraissent être telles, mais il y a des familles d'étoiles et la constellation d'Orion que vous voyez ici est un exemple d'une constellation qui correspond à une réalité physique. Cette constellation, eh bien, vous la voyez, il y a d'abord presque au centre les trois rois mages. En haut, il y a deux étoiles brillantes qui forment les bras d'Orion et en bas, les pieds d'Orion. Et entre les pieds et la ceinture, il y a une tache un peu floue qui est la nébuleuse d'Orion. Nous y reviendrons beaucoup parce que la nébuleuse d'Orion est une pouponnière d'étoiles dans laquelle, en ce moment, se forment des quantités d'étoiles, des embryons d'étoiles sont en gestation dans cette région. Vers la gauche, il y a l'étoile la plus brillante du ciel, en bas à gauche, c'est Sirius. C'est une très belle constellation que l'on voit apparaître au début de l'hiver, vers 10-11 heures. Quand on regarde vers l'est, elle est très majestueuse, elle est beaucoup plus facile à identifier que dans cette image où les autres étoiles ne nous permettent pas facilement d'en reconnaître les contours. Mais enfin, on y reviendra suffisamment souvent pour que plus tard, vous la reconnaissiez très facilement. Moi, c'est une de mes constellations favorites, j'aime la regarder. Et aussi savoir qu'il s'y passe des choses assez extraordinaires. Eh bien, cette constellation d'Orion, contrairement à ce que je vous ai dit pour la Grande Ourse, en fait, la plupart, mais non pas toutes ces étoiles, sont des étoiles d'une même famille. Ce sont des étoiles qui sont nées en même temps, il y a quelques millions d'années. Ce sont des étoiles très, très, très jeunes. Et comme je vous ai dit, il y en a encore qui sont en train de se former. Les trois rois mages, par exemple, appartiennent à une famille d'étoiles qui a de l'ordre de 1 million d'années. Et la plupart des étoiles que vous voyez là, non pas seulement celles qui forment la constellation, mais celles qui sont présentes, sont des étoiles relativement jeunes et en tout cas nées ensemble à partir d'un même nuage. Je vous rappelle, on l'a mentionné plus tôt, que les étoiles naissent par l'effondrement de nuages gigantesques sous l'effet de la gravité, et cela donne des amas d'étoiles. Je vais vous en présenter un autre. C'est un amas d'étoiles qui contient cette fois
plus d'1 million d'étoiles. Ces étoiles sont nées tout en même temps à partir de l'effondrement d'un grand nuage. Cet effondrement a donné naissance à toutes ces étoiles, les étoiles que vous voyez ici, qui forment ce qu'on appelle un amas globulaire, sont des étoiles très vieilles. Elles sont pratiquement aussi vieilles que la galaxie. Elles sont nées, la galaxie a environ 15 milliards d'années, peut-être un peu moins. Ces étoiles ont pratiquement le même âge. Ces étoiles sont restées liées ensemble, elles ne se sont pas dispersées dans l'espace, grâce à la présence du très puissant champ de gravité qu'elles exercent les unes sur les autres. C'est ce qui les maintient ensemble. Alors, à partir de ces amas d'étoiles, nous allons maintenant nous éloigner dans l'espace et voir notre galaxie dans son ensemble. Alors, quand on s'éloigne du Soleil, on a d'abord le voisinage du Soleil. Je voudrais vous montrer quelles sont les étoiles qui sont près de chez nous. Le Soleil ici est au centre et sur le plan, on a projeté en hauteur les positions relatives et les distances des différentes étoiles. Il y a Sirius, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure, près de la constellation d'Orion. Sirius est à 8 années-lumière, c'est très proche. Il y a Procyon, il y a ce qu'on appelle Alpha du Centaure et Proxima du Centaure, qui sont des étoiles à 4 années-lumière, c'est pour ça qu'on l'appelle Proxima, la plus proche. Et voilà un peu donc notre voisinage stellaire quand on commence à prendre de la distance. Dans ce diagramme, on ne va guère au-delà de quelques dizaines d'années-lumière. Si on veut aller beaucoup plus loin, si on veut atteindre des dimensions de milliers d'années-lumière, il suffit de regarder ce que nous appelons la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une très belle vision du ciel que nous avons, par exemple, en été, vers 10-11 heures le soir, quand la nuit tombe, quand la nuit est vraiment noire, quand on est loin des lumières et des lampadaires, quand on est dans la campagne, et de préférence au désert. C'est au désert qu'on la voit le mieux. J'ai passé un certain temps dans le Sahara, c'est absolument magnifique. Eh bien, dans le désert, la Voie lactée, c'est une grande arche blanche qui part du nord, qui passe pratiquement au zénith, disons vers 11 heures au mois d'août, et qui redescend au sud dans la constellation du Scorpion. Et c'est l'endroit où sont situées la majorité des étoiles de notre galaxie. Sur la photo, vous en avez une partie. La Voie lactée passe en travers comme ça. Vous voyez que comparé à la densité d'étoiles en haut à droite et en bas à gauche, il y a une concentration formidable vers le milieu, une concentration qui est accompagnée de régions très brillantes et aussi de régions sombres, de masses noires qui sont intercalées, qui sont enchevêtrées dans ce tissu d'étoiles brillantes. Le trait blanc que vous voyez au travers, c'est un satellite qui est passé par là au moment où on prenait la photo. Un problème que nous avons aujourd'hui avec les satellites, c'est qu'il y a tellement de ferraille dans le ciel qu'on n'arrive plus à prendre une photo sans avoir des interférences de ce type. Donc on ne fait pas attention à ce trait. La Voie lactée, c'est ce qui reste, c'est ce massif, ce tissu de masse brillante et de masse sombre. Et nous allons, dans la photo suivante, voir ce que donne la Voie lactée. Ça, c'est un montage qui a été fait. Si on photographiait toute cette Voie lactée, non seulement dans la partie qui nous est visible, mais aussi dans la partie qui est sous la Terre à un moment donné. Alors là, on l'a étalée sur une bande. C'est la bande qui fait le centre de cette photo. Et vous remarquez également ces régions sombres et ces régions brillantes. Ces régions sombres, ce sont ces fameux nuages dont je vous ai parlé, qui vont s'effondrer sur eux-mêmes plus tard et qui vont donner naissance aux étoiles. On y reviendra un peu plus tard. Alors maintenant, je voudrais vous rappeler, montrer une analogie très intéressante entre le système solaire et la galaxie. Le système solaire, je l'ai mentionné, est né d'une masse de gaz qui s'est effondrée sur elle-même, qui, tournant de plus en plus vite, a formé un disque aplati. Dans ce disque aplati, les planètes se sont formées et c'est ce qui a expliqué pourquoi les planètes sont toutes dans le même plan, tournent dans la même direction et pourquoi,
quand on regarde dans le ciel, elles sont toutes situées dans la même bande du ciel qui s'appelle le plan du zodiaque ou le plan de l'écliptique. C'est tout à fait analogue à ce que nous rencontrons maintenant. Les planètes tournent autour du Soleil dans un plan, les étoiles tournent autour du centre de la galaxie, également dans un plan. Sauf que les périodes sont beaucoup plus longues. La Terre met 1 an à faire sa révolution. Les étoiles autour du centre de la galaxie mettent 200 millions d'années. Mais c'est tout à fait le même phénomène. Et nous allons retrouver ici, dans notre diagramme, la situation. Alors je vous rappelle, ça c'est la Terre, ça c'est la voûte céleste, c'est une sphère. La voûte céleste telle que nous pouvons la voir quand nous sortons la nuit. Je vous ai dit que le plan du système solaire, c'était ce plan-ci. C'est là que se trouvent les planètes, le Soleil et la Lune. Le plan des étoiles, ou de la majorité des étoiles, ce qui forme la Voie lactée, c'est un plan qui est un tout petit peu déplacé. C'est un grand cercle qui passe ici devant et ici derrière. Il faut imaginer que ceci, c'est l'autre côté de la sphère. C'est ce qui complète le grand cercle. Donc vous voyez sur une sphère, on a un plan qui est le plan du système solaire et un autre plan qui est décalé, qui est le plan de la galaxie. Mais il est remarquable que ce soit la même situation et pour les mêmes raisons, une masse de gaz relativement petite pour le système solaire, très grande, 100 000 années-lumière pour la galaxie, s'effondre, tourne très vite. Dans cette masse de gaz se forment, dans le cas du système solaire, les planètes, les satellites, les astéroïdes. Dans le cas de la galaxie, les étoiles. Tout ce monde-là tourne d'un même mouvement, de même que les planètes tournent toutes dans le même plan et dans le même sens. Les étoiles autour de la galaxie tournent également dans le même sens. Alors voilà donc les deux aspects. Les planètes sont concentrées ici, les étoiles sont concentrées là. L'image suivante nous donne deux représentations de notre galaxie, la Voie lactée, telle qu'on la verrait si on pouvait en sortir comme on se prépare à sortir du système solaire. En haut, c'est la galaxie vue d'au-dessus. On voit que c'est ce qu'on appelle une galaxie spirale avec un noyau central et des bras spiraux qui s'étendent loin dans l'espace. On a indiqué la position du Soleil dans notre galaxie. Notre Soleil est dans la banlieue de la galaxie, peut-on dire, assez éloigné, à environ 30 000 années-lumière du centre, et il tourne autour du centre de la galaxie en une période d'environ 200 millions d'années. Ça met à peu près 200 millions d'années pour effectuer une révolution complète. Dans le dessin d'en bas, on a repris une vue de la galaxie, mais cette fois vue par la tranche, et on voit un disque. Les galaxies sont comme des disques minces, et là aussi, à nouveau, on voit la position du Soleil. Les points autour, ce sont ce qu'on appelle des amas globulaires, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure, des massifs, des amas d'étoiles qui se sont formés presque en même temps que la galaxie. Dans le dessin suivant, on va pouvoir suivre d'un peu plus près le mouvement du Soleil autour de la galaxie. Voilà une représentation schématique. Cette représentation, vous voyez, est en deux couleurs. C'est pour signifier que dans la galaxie, il y a dans les bras spiraux des parties sombres et des parties plus brillantes. On verra ça très bien sur les photos qui viendront un peu plus tard. La galaxie tourne sur elle-même, mais le Soleil lui-même n'est pas fixé à un des bras. Et le mouvement du Soleil, par exemple, en 200 millions d'années, il va passer successivement d'un bras à l'autre bras, il va rester un certain temps dans le bras, puis va en ressortir et va repasser à un autre bras. Et ce mouvement va être très important en regard de la formation des étoiles. Tout cela, ce sera dans les chapitres qui viendront un peu plus tard. Maintenant, je voudrais qu'on reste encore un peu dans notre Voie lactée
et qu'on voit comment elle se présenterait à nous si nos yeux, au lieu d'être sensibles à la lumière optique, étaient sensibles à d'autres rayonnements. Voilà donc une vision de la galaxie, d'une galaxie extérieure qui nous montre comment notre galaxie apparaîtrait. C'est une galaxie qui est très semblable à la nôtre. Et voilà ce que donnerait la Voie lactée si on avait un œil sensible au rayonnement infrarouge, comme les chats par exemple, ou comme les serpents qui apparemment sont particulièrement sensibles à l'infrarouge, ce qui leur permet de faire la chasse aux grenouilles pratiquement en pleine nuit. Eh bien, vous voyez que la Voie lactée se présenterait à nouveau comme une bande très mince, encore beaucoup plus mince, ponctuée de taches blanches un peu partout. Ces taches blanches, ce sont des lieux de formation d'étoiles. L'infrarouge nous donne une sorte de radioscopie, si on peut dire, de la galaxie, nous fait voir des éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui sont reliés à ces régions embryonnaires, à ces pouponnières d'étoiles, si on peut dire. L'infrarouge est très adapté à cette exploration de la galaxie. Ces photos sont prises par des satellites qui sont montés au-dessus de l'atmosphère. La plupart de ces rayonnements ne pénètrent pas dans l'atmosphère. Alors aujourd'hui, l'astronomie se fait de plus en plus grâce à des télescopes qui sont embarqués en satellite et qui vont regarder le ciel dans des longueurs d'onde, dans des rayonnements qui n'arriveraient pas au sol. De la même façon, on a pu observer notre galaxie, notre Voie lactée, le plan de notre Voie lactée, un panorama semblable à celui qu'on a vu auparavant, qui était la Voie lactée en lumière visible. Là, c'est la Voie lactée en rayons gamma. Rayons gamma, ce sont des photons comme la lumière visible, mais beaucoup, beaucoup plus puissants. L'énergie d'un rayonnement gamma, ça peut être d'1 million d'électronvolts, tandis que l'énergie de la lumière bleue, c'est à peu près 1 électronvolt. Donc le rayonnement gamma, lui, nous renseigne sur là où il se passe des choses très violentes, des explosions, des phénomènes très intenses, et ces phénomènes émettent du rayonnement gamma. Et on voit que dans cette image, on retrouve bien sûr la Voie lactée, mais surtout la partie centrale qui est très brillante. C'est la partie qui aujourd'hui est un sujet d'interrogation pour nous. Qu'est-ce qu'il y a au centre de notre galaxie? C'est une des régions les plus mystérieuses du ciel, puisque comme nous sommes situés dans le plan de la galaxie, il y a énormément de matière entre nous et le centre, et cette matière est tout à fait opaque au rayonnement visible. Pour l'observer, il faut, par exemple, la regarder en rayonnement gamma. Le rayonnement gamma, lui, peut pénétrer cette matière, il est beaucoup plus pénétrant, et nous donne des renseignements. Vous voyez que c'est là qu'il se passe la plus d'activité, c'est cette bande jaune au centre. Cette bande jaune est le signe de cette très grande activité. Nous savons que beaucoup de galaxies ont au centre, hébergent dans leur centre, des objets très exotiques, comme des trous noirs gigantesques, qui sont l'occasion de l'émission de grandes quantités d'énergie, ce que nous appelons les quasars, par exemple, les sources d'énergie les plus intenses de l'univers. On y reviendra, mais on s'est demandé, oui, mais chez nous, dans notre galaxie, y a-t-il quelque chose comme cela? Qu'est-ce qu'il y a au centre de la galaxie? Nous n'avons pas encore de bonne réponse, bien que maintenant on ait la preuve que s'il y a un trou noir, ce qui n'est pas impossible, il s'agit d'un trou noir qui n'est pas de très grande dimension. Il y a des phénomènes violents, on le voit aussi bien en rayonnement gamma qu'en radio, par exemple. L'émission radio aussi manifeste la présence de phénomènes violents au centre de notre galaxie, mais pour l'instant, la nature de ces phénomènes échappe à notre compréhension. Nous savons qu'il y a des forts champs magnétiques qui sont reliés à cette activité, mais nous ne savons pas encore en détail. Et un satellite qui a été lancé récemment, justement par notre laboratoire à Saclay, en France, est en train d'observer de plus près, en rayons X, en rayonnement gamma, ce qui se passe dans cette région. Et je crois que dans les mois ou les années à venir, nous en saurons plus sur cette région très mystérieuse. Nous
poursuivons notre grand voyage, notre exploration de l'univers. Nous quittons maintenant le domaine de notre galaxie et nous allons vers l'amas local, l'amas de galaxies locales, les galaxies qui sont les voisines de la nôtre et qui sont en interaction parce qu'elles ne sont pas très loin l'une de l'autre. Alors, dans notre image, nous passons maintenant d'une échelle d'environ 100 000 années-lumière, celle de la galaxie, à une échelle d'environ 5 millions d'années-lumière. C'est un peu le diamètre de l'amas local. Nous allons un peu explorer notre voisinage galactique comme nous avons exploré notre voisinage stellaire. Dans la photo suivante, voilà ce que ça donne en maquette. La galaxie qui est à peu près au centre, un peu à gauche, qui est la plus importante, c'est la nôtre. Notre galaxie est la plus grosse, la plus importante de l'amas local. Au voisinage de la galaxie, un peu en dessous, on voit deux petites galaxies vers la gauche. Ce sont les nuages de Magellan, que l'on voit à l'œil nu, que l'on verra tout à l'heure en photographie. Et puis, tout à fait à droite, alors une autre galaxie assez semblable à la nôtre, c'est Andromède. La galaxie d'Andromède est à environ 2 millions d'années-lumière de la nôtre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle est tout à fait visible à l'œil nu. Nous allons le voir dans l'image suivante. Je voudrais vous indiquer où vous pouvez la trouver. Ce n'est pas très facile, mais on y arrive quand la nuit est très belle. Et avec des jumelles, c'est un spectacle magnifique. La constellation que vous avez devant vous s'appelle le carré de Pégase, cette espèce de losange que vous voyez là. C'est pas très loin de l'étoile polaire, c'est proche de Cassiopée. Et le meilleur temps pour la voir, c'est les nuits du mois d'août, la fin d'août, début septembre, puisqu'à ce moment-là, elle est déjà très haute dans le ciel, presque au zénith. Alors vous voyez donc le carré de Pégase, et vers la gauche, j'ai indiqué deux autres étoiles qui sont marquées par des lignes rouges. Et puis juste au-dessus d'une de ces étoiles, une tache floue, c'est la galaxie d'Andromède. Nous la voyons donc à l'œil nu. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser que quand nous la regardons à l'œil nu, nous voyons un objet qui est à 2 millions d'années-lumière, c'est-à-dire que nous la voyons telle qu'elle était il y a 2 millions d'années. La lumière de cette galaxie a mis 2 millions d'années à venir de la galaxie jusqu'à nous. Et donc, nous la voyons, si on peut dire, avec un retard de 2 millions d'années. Nous allons maintenant la voir de plus près, comme nous, on pourrait la voir au télescope. Voilà ce que donne une image en noir et blanc. Avec des jumelles, on voit bien le noyau central et on voit même dans certains cas, j'ai déjà vu par des nuits très claires, même avec des jumelles, le disque qui l'entoure. Vous voyez ce disque de Bras-Pirow qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu auparavant. Remarquez, au-dessus de la galaxie, un petit peu à droite du centre, il y a ce point. C'est une autre galaxie, une galaxie elliptique. Nous la reverrons en détail tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons revoir Andromède, cette fois en couleur. En couleur, ça donne ceci. Les couleurs ne sont pas très fidèles, ça devrait être un peu plus bleu que cela. Le bleu, dans les Bras-Pirow, dans la périphérie de la galaxie, indique la présence d'étoiles nouvelles. Et dans la photo suivante, nous allons maintenant explorer cette périphérie de la galaxie. Vous voyez qu'on distingue très bien ces masses sombres et ces masses brillantes que nous avons vues dans notre Voie lactée. Nous revenons maintenant vers le centre. Vers le centre, ça c'est le noyau central d'Andromède, où on voit un très grand nombre d'étoiles. On peut voir que même sur le pourtour, on distingue les étoiles individuelles de ce noyau. Pendant longtemps, on s'est demandé la question de savoir si les galaxies étaient composées de masses gazeuses, nébulaires, ou bien s'il s'agissait d'un très grand nombre d'étoiles, mais tellement loin qu'on ne pouvait pas les percevoir individuellement. Un peu comme quand on regarde une forêt, on ne peut pas voir les feuilles individuelles des arbres, on voit simplement une masse verte. Là, dans cette photo, cet agrandissement, on commence à voir que les galaxies ne sont pas des nébuleuses, ne sont pas des masses gazeuses, mais bien constituées d'un très grand nombre d'étoiles, de l'ordre de 100 milliards d'étoiles, comme notre Soleil. Vous remarquez aussi qu'il y a des traits noirs mélangés à cette
taches blanches, ces traits noirs, c'est toujours ces masses de gaz qui pourraient éventuellement donner naissance à des étoiles. La photo suivante, maintenant, nous sommes passés à cette galaxie que je vous ai montrée, que je vous ai signalée, en haut, à droite de la galaxie d'Andromède. C'est un satellite d'Andromède, c'est une galaxie qui tourne autour d'Andromède avec une période de révolution de quelques centaines de millions d'années, tout comme la Lune tourne autour de la Terre ou comme la Terre tourne autour du Soleil. C'est une galaxie donc qui est satellite. Nous avons également nos satellites. Les nuages de Magellan sont des satellites de notre galaxie. Et cette galaxie, vous remarquez, a une forme qui n'a pas de particularité. Nous l'appelons une galaxie elliptique parce qu'elle n'a pas de bras spiraux. Galaxie elliptique, c'est une des familles, un des types de galaxies. On verra tout à l'heure un peu plus de choses quant à cette notion de type de galaxie. Nous allons maintenant passer aux nuages de Magellan. Les nuages de Magellan, ce sont deux petites galaxies, le grand et le petit, situées relativement près de notre galaxie. Alors qu'Andromède est à 2 millions d'années-lumière, ici nous sommes à environ 150 000 années-lumière. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a eu en 1987 une supernova, une étoile qui est morte dans les nuages de Magellan et qui est devenue un des centres d'intérêt de l'astrophysique depuis cette période. De l'étude de cette étoile en explosion, on a acquis plus de connaissances, je pense, sur la mort des étoiles que tout ce que l'on savait auparavant. Donc c'est dans ce nuage de Magellan, 150 000 années-lumière, que cela s'est passé. Ces nuages de Magellan, comme vous voyez, ont une forme, non pas vraiment de forme, on les appelle des galaxies irrégulières. Voilà un agrandissement de cette région, et c'est donc un autre type de galaxie. Le type le plus fréquent, c'est celui qu'on appelle la galaxie spirale. On a vu déjà cette photo au début, c'est vu de face, un noyau central avec des bras spiraux qui s'étendent là relativement loin dans l'espace jusqu'à à gauche une autre galaxie qui est vraisemblablement également un satellite de cette galaxie spirale. Je vais vous montrer tout à l'heure toute une série de galaxies spirales, mais avant d'aller là, je voudrais vous présenter un essai de classification qui a été réalisé par Hubble, l'essai de classification des galaxies que vous voyez ici. Alors voilà à peu près comment ça se présente. Il y a une famille qui commence ici, ce sont des elliptiques. Quand elles sont vues dans un certain angle, ça donne à peu près des sphères. Quand on les voit selon un autre angle, parce que bien sûr, dans l'espace, les galaxies se présentent sous toutes sortes d'orientations. Alors selon le cas, vous aurez une galaxie qui a cette forme-ci et cette forme-ci. Ce n'est pas seulement une question de perspective, il y a des galaxies plus ou moins allongées. En bas, ici, on a mis, parce qu'on ne savait pas très bien où les mettre, les irrégulières, comme les nuages de Magellan. Et puis ensuite, à partir de cette galaxie lenticulaire, qui va faire la jonction, la charnière, entre les galaxies elliptiques et les spirales. Alors, il y a deux types de spirales. Il y a ce qu'on va appeler les spirales normales. Spirales normales, ce sont des galaxies qui ont des bras spiraux, mais les bras spiraux peuvent différer dans leur présentation. Par exemple, les bras spiraux peuvent être très serrés autour de cette galaxie, ou plus ou moins écartés, ou encore extrêmement écartés, formant une figure beaucoup plus écartée, disons. On pense que notre galaxie à nous, elle se trouve dans quelque part ici ou là, c'est ce qu'on appelle une spirale A ou une spirale B, je crois qu'on dirait plutôt que c'est une spirale B. C'est donc une spirale qui a des bras relativement écartés, mais ça n'est pas ce qu'on voit de plus écarté. L'autre type de spirale, ce sont les spirales barrées. Spirale barrée, cela veut dire qu'il y a une barre au centre, une barre très longue, et la forme, les bras spiraux ne partent que de ce bras. Alors vous avez un type ici, et puis un type plus ouvert, et un type encore plus ouvert. Donc on retrouve la même famille entre les deux, plus fermé, plus ouvert, mais avec barre et sans barre. Donc voilà en gros la classification des galaxies. Alors bien sûr, la question se pose de savoir, est-ce que cela représente une évolution? Est-ce que les galaxies
passe d'un type à un autre type, c'est des questions qui sont très discutées aujourd'hui. Ça n'est pas simple, on n'a pas d'évidence très claire à ce sujet. C'est quelque chose qui est en discussion aujourd'hui, cette question de l'évolution des galaxies. Est-ce que ça représente un schéma d'évolution et dans quel sens? Je vais vous présenter maintenant une série de galaxies spirales. On a tendance à les photographier parce qu'elles sont plus belles que les galaxies elliptiques qui sont ont une forme assez simpliste et les galaxies régulières qui n'en ont pas. Je vais vous présenter une série de galaxies spirales qui se présentent à nous selon une orientation qui va changer. Celle que vous voyez là, c'est l'orientation de face, et puis je vais vous en montrer qui progressivement vont s'incliner, c'est-à-dire qu'on se trouve par rapport à elles dans une orientation qui est de plus en plus oblique. Alors, en voici une autre. Ce qui est très intéressant de noter dans cette galaxie, je vous fais remarquer, c'est que le noyau central, à partir du noyau central, partent des bras spiraux, et si vous regardez bien, vous voyez que ces bras spiraux sont toujours flanqués à l'intérieur par une masse sombre et à l'extérieur par une masse plus brillante. Cette alternation de masse sombre et de masse brillante, la masse sombre, le bras spiral sombre étant à l'intérieur et le bras spiral brillant à l'extérieur, va jouer un rôle très important quand nous parlerons de la formation des étoiles. Alors voici encore une spirale, c'est une spirale qui est vue cette fois un peu à l'oblique. Vous remarquez toujours ces traces sombres et ces traces brillantes. Et puis nous allons progressivement passer à des galaxies qui sont de plus en plus vues à l'oblique. Alors bien sûr, plus elles sont à l'oblique, moins on distingue la forme des bras spiraux, puisque les bras spiraux sont projetés les uns sur les autres. On voit quand même qu'il y a toujours des séries de points sombres et des séries de points brillants. C'est toujours relié à la formation d'étoiles nouvelles dans ces galaxies. Voilà encore une de ces galaxies, là où le centre est vraiment très brillant et où l'extérieur contient énormément de masses plus sombres, de nuages, de gaz et de poussière qui sont en train de former des étoiles. Alors voilà le cas extrême de la galaxie qui se présente par la tranche, vraiment de profil. Là, tous les bras spiraux sont projetés les uns sur les autres et on voit très bien cette grande ligne noire qui passe au centre. C'est la projection des masses sombres et brillantes des bras spiraux. En voici une autre qu'on appelle le sombrero, pour des raisons qui sont faciles à comprendre, qui est vue par la tranche et qui, cette fois, a un noyau central extrêmement brillant, extrêmement développé, extrêmement volumineux, mais toujours, on remarque sur la périphérie toutes ces masses sombres et ces masses brillantes qui sont enchevêtrées. Alors, voilà maintenant un exemple de deux galaxies qui sont très voisines l'une de l'autre, ça arrive très souvent, et qui sont suffisamment voisines pour que les bras spiraux, pour que s'influencent eux-mêmes. On voit très bien comment ils sont déformés par la présence de l'autre galaxie. Le champ de gravité d'une des galaxies exerce sur l'autre galaxie un effet de marée qui déforme les bras. On a même l'impression de voir des ponts de matière qui vont d'une galaxie à l'autre. Ce phénomène est très important parce qu'on croit que cet effet de marée, cette interaction entre les galaxies est responsable de la rotation des galaxies. Une des choses les plus caractéristiques de notre univers, c'est que tout le monde tourne. Les planètes tournent autour du Soleil, le Soleil tourne autour de la galaxie, et les galaxies ont un mouvement de rotation sur elles-mêmes. D'où vient cette rotation? Eh bien, on a tendance à penser qu'il vient du fait que dans le lointain passé de l'univers, alors que les galaxies étaient beaucoup plus rapprochées, ces galaxies ont exercé les unes sur les autres une attraction très importante. Cette attraction a eu pour effet de déformer les bras et aussi d'induire une rotation, de les mettre ensemble par un mouvement qu'on appelle un couple, qui a induit cette rotation des galaxies sur elles-mêmes. Ce serait donc l'origine de ce mystérieux fait que l'on observe à tous les niveaux. Tous les corps célestes tournent sur eux-mêmes.
toutes les galaxies ne sont pas aussi sages que celles que nous avons rencontrées. Certaines ont des comportements extraordinaires, extravagants. C'est ce que nous pouvons appeler le pavillon des monstres. Et nous allons maintenant en voir quelques-unes, celles que vous voyez devant nous. On a cru longtemps que c'était le fruit de la collision entre deux galaxies et je ne suis pas sûr que cette idée ne soit pas encore quelque peu présente. On remarque toujours la bande sombre au centre de cette tache lumineuse. Ce qu'on sait, c'est que cette galaxie est une émettrice de très intenses sources de radio et de rayonnement énergétique. Également, il y a deux jets, on ne les voit pas en optique, on ne les voit pas dans ce cas-là, mais on les voit en radio. Il y a deux jets de grande dimension qui émergent des deux pôles de cette galaxie. Et c'est un peu pour nous le prototype, parce qu'elle n'est pas très loin, c'est une galaxie relativement proche de nous, quelques dizaines de millions d'années-lumière. C'est le prototype des monstres que nous allons retrouver maintenant à d'autres échelles. Voilà cette galaxie qui, elle également, est une émettrice très puissante de rayonnement énergétique qui a une forme assez étrange et dans laquelle il se passe des événements d'une très grande puissance que l'on cherche à comprendre aujourd'hui. Il est vraisemblable, mais pas certain, qu'au centre de cette galaxie, il y a un trou noir, c'est-à-dire une masse de gaz, une masse de matière extrêmement concentrée qui attire la matière qui passe autour d'elle, nuages, étoiles, qui l'engouffrent. Et quand cette matière s'approche du noyau de la galaxie, elle ne tombe pas directement sur ce trou noir, mais un peu comme l'eau de votre baignoire, quand vous enlevez le bouchon, elle se met en rotation rapide et cela provoque un échauffement de cette matière qui devient extrêmement brillante et qui donne naissance à un autre phénomène qu'on appelle le quasar. Le quasar, c'est le cas peut-être le plus violent de ce type de galaxie active. Les quasars, ça veut dire quasi-star, presque une étoile. On a découvert ces objets il y a une vingtaine d'années. C'est des objets qui ressemblent à des étoiles, en ce sens que, comme vous les regardez là, vous ne voyez rien de particulier. On dirait une étoile, c'est une tache ronde, à peu près ponctuelle. Mais pourtant, quand on a pu déterminer la distance de ces quasars, on s'est aperçu que ces quasars, certains d'entre eux, se situent à des milliards d'années-lumière, jusqu'à 10 ou 12 milliards d'années-lumière. Et leur extraordinaire éclat, le fait qu'ils soient visibles dans des télescopes relativement modestes, nous obligeait donc à penser que ce sont des objets qui émettent une quantité d'énergie absolument extravagante. Pour vous donner une idée de ce qu'est un quasar, imaginez une galaxie, parce que ce que je dois vous dire, c'est que dans certains quasars qu'on a étudiés avec soin, on a découvert après coup qu'il y a une structure galactique, qu'il y a des bras autour du quasar, que ces bras, on ne les voyait pas parce que l'objet est tellement loin. Ce qui est remarquable, c'est que le centre de la galaxie, donc là où serait peut-être situé ce trou noir, le centre de la galaxie émet, par exemple, 1000 fois plus de lumière que toute notre galaxie. Alors, si je vous rappelle que notre galaxie contient 100 milliards d'étoiles comme le Soleil, et que je vous dis qu'au centre de la galaxie, dans une région extrêmement de petite dimension à l'échelle de la galaxie, une dimension qui est à peine plus grande que le système solaire, donc quelques heures-lumière, dans cette région extrêmement restreinte, de cette région émerge un flux d'énergie qui est égal ou supérieur à 1000 fois 100 milliards d'étoiles. Alors c'est un des grands énigmes de notre cosmologie qui est de savoir quelle est l'origine de cette énergie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hypothèse la plus vraisemblable, celle qui est acceptée par la plupart des gens, peut-être faute de mieux d'ailleurs. Souvent on se contente d'une hypothèse parce qu'on n'a pas mieux, mais en fait je crois qu'elle a des preuves assez intéressantes, c'est qu'il y aurait là un trou noir massif dont la masse serait peut-être de 100 millions de fois la masse du Soleil. Ce trou noir agit comme un aspirateur géant, c'est-à-dire que sur lui tombe, toujours dans ce mouvement
circulaire. Tout ce qui se passe autour, c'est un gouffre qui happe la matière. Cette matière donc se met en orbite, fait ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Et ce disque, par la vitesse qu'il prend avant de s'engouffrer dans le trou noir et de disparaître à jamais, c'est un peu son champ du cygne, ce disque se met à briller et devient donc plus lumineux dans une région très restreinte que 1000 fois notre galaxie tout entière. Ces quasars sont évidemment l'objet d'études très poussées de la part des astrophysiciens, puisque nous avons là peut-être le secret de la source de ces très grandes énergies, de ces puissants phares, les plus puissants phares qui existent, puisque nous les voyons jusqu'à des distances de 7, 8, 10, 12 milliards d'années-lumière. Rappelez-vous que la dimension de l'univers observable est d'environ 15 milliards d'années-lumière. Donc, ça permet de s'approcher passablement des dimensions des confins de notre univers visible. Dans l'image suivante, nous revenons à nouveau à notre carte qui indique notre trajet. Nous quittons maintenant cette région de l'amas local et nous allons vers l'ensemble de l'univers. Nous allons avoir une vue plus globale. Nous passons à une échelle de 15 milliards d'années-lumière. C'est là que nous allons retrouver des amas de galaxies. Notre amas local appartient à un amas de plus grande dimension qui s'appelle l'amas de la Vierge. C'est un amas dont les dimensions se chiffrent en dizaines de millions, peut-être 50 millions d'années-lumière. Vous le voyez ici. C'est un amas c'est ce qu'on verrait dans la direction de la constellation de la Vierge si toutes les galaxies étaient visibles à l'œil nu. Aujourd'hui, on étudie des objets, des études les plus intéressantes de l'astronomie, c'est de regarder précisément quelle est la distribution des galaxies dans l'univers. Et on a découvert, chose assez surprenante, que les galaxies ne sont pas distribuées uniformément, qu'il y a de grands trous, comme des bulles, un peu comme des bulles de savon qui seraient vides au centre, et les galaxies sont comme disposées sur la périphérie, sur des feuillets, que les feuillets s'imbriquent les uns dans les autres, qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Mur, à environ 200 millions d'années-lumière. Il y a, ce n'est pas vraiment un mur, c'est une région dans laquelle il y a plus de galaxies qu'autour, que la distribution est très feuilletée, et on étudie ainsi la distribution de ces amas. Voilà un exemple d'un amas de galaxies qui se trouve à une certaine distance. Toutes les taches qui ne sont pas ponctuelles, toutes les taches qui ont une certaine étendue, sont des galaxies comme la nôtre dans cet amas. Et puis ensuite, on peut regarder des amas encore beaucoup plus lointains. Cet amas-ci se situe à des distances qui est de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Là, tout ce groupe au centre, toute cette région très lumineuse, c'est également un très grand amas qui regroupe des milliers, voire des centaines de millions, des centaines de milliers de galaxies. C'est donc un peu la structure de notre univers à très, très grande échelle. Alors, dans l'image suivante, nous allons maintenant, je vais vous présenter une carte qui a été faite avec un ordinateur, ce n'est pas une photo. Sur cette carte du ciel, on a mis toutes les étoiles qui sont situées à toutes les galaxies qui sont situées à une certaine distance. Nous avons là de l'ordre d'1 million de galaxies comme la nôtre, et vous remarquez cette structure un peu filamenteuse. Vous voyez que ça n'est pas uniformément distribué, mais qu'il y a de ces feuillets, qu'il y a comme des bulles de savon qui seraient accumulées les unes sur les autres. C'est un des sujets les plus passionnants de l'astronomie contemporaine, et ces années-ci, plusieurs chercheurs étudient, explorent de plus en plus en détail la topologie, la géographie, pourrait-on dire, de l'univers, en faisant des cartes à 3 dimensions qui nous donnent la distribution des galaxies, à la fois en longitude, latitude et profondeur. Et ces galaxies qui, pour l'instant, n'ont exploré qu'une partie infime de l'univers. Je pense qu'on peut dire que ce que nous connaissons à peu près bien, ça doit représenter à peu près l'équivalent de la partie sud de la province de Québec par rapport à l'ensemble de la Terre. Voilà, ce qui nous reste à explorer, c'est l'ensemble de la Terre à cette échelle,
Et nous avons vu à peu près la partie sud de la province de Québec. Alors ça, c'est un des domaines d'études les plus passionnants d'aujourd'hui. Comprendre pourquoi l'univers a cette forme filamenteuse, pourquoi les galaxies se sont distribuées non pas d'une façon uniforme, mais selon ses feuillets, ses filaments. C'est aussi comprendre quelque chose du passé très lointain de l'univers, c'est comprendre comment les galaxies se sont formées. Et le problème de l'origine des galaxies et l'origine de leur distribution dans l'espace est un des problèmes majeurs de la cosmologie. Il y a des progrès qui se font, mais en gros, on peut dire qu'on n'y comprend pas vraiment grand-chose. Et certaines personnes ont dit, en rigolant, que si les astronomes n'avaient jamais vu de galaxies, ils seraient rapidement arrivés à la conclusion que les galaxies n'existent pas. Donc vous voyez comment on a encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre la structure de notre univers.